Bonsoir et merci à vous qui nous rejoignez dans la salle de l'Aubette pour la dernière table ronde de cette journée et également à ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux et sur le site internet du forum. La dernière table pour aujourd'hui sur le coût écologique de l'IA, est-ce bien raisonnable, sera modérée par Bernard Bertschi à qui je passe tout de suite la parole. Merci et bonsoir à tout le monde. Effectivement, on va parler du coût écologique de l'IA. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien durable? Voilà, différentes questions qui vont être posées. Et pour y répondre, nous aurons le plaisir et l'avantage de pouvoir compter sur 4 personnes qui connaissent vraiment bien le sujet, que je vais vous présenter rapidement. Il y aura d'abord Dejan Glavas, qui est directeur de l'Institut AI for Sustainability, qui est professeur à l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers et éditeur en chef de la revue Bunker Markets and Investors. Il mène actuellement des recherches sur la thématique et l'impact de l'IA en termes de durabilité et de l'usage de l'IA pour la durabilité, parce que comme on verra, c'est pas si simple que ça. Puis nous pourrons écouter Jacques Sainte-Marie, qui est directeur de recherche à l'INRIA et qui enseigne à Sorbonne Université. Il est directeur scientifique adjoint d'INRIA et responsable du programme Numérique et Environnement. Il travaille sur la modélisation, l'analyse et la simulation numérique des fluides géophysiques avec des applications aux risques naturels et au changement climatique. Puis Caroline Zorn, qui je pense que les Strasbourgeois connaissent très bien, puisqu'elle est vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge de l'enseignement supérieur, en charge de la recherche, de la vie estudiantine et de la métropole numérique et innovante. Elle est juriste et c'est sur le terrain du droit, des patients et celui du droit du numérique qu'elle exerce sa profession au barreau de Strasbourg. Depuis peu, elle est experte pour l'ONU Habitat, sur les villes intelligentes et inclusives. Et enfin, Servan Mouton, qui est docteur en médecine, neurologue et neurophysiologiste, qui s'intéresse particulièrement au neurodéveloppement normal et à ses troubles, ainsi qu'au lien entre santé et environnement. Elle est présidente et cofondatrice de l'association Neuro-Environnement Réseau francophone, le NER, ou le NERF, je ne sais pas comment il faut le prononcer, et elle a coordonné un livre sur humanité et numérique, les liaisons dangereuses, qui montre son intérêt pour le sujet. Alors voilà, nous allons débattre de cette question-là, et parce qu'effectivement, quand dans le débat public, la question du coût écologique ou du bilan carbone de l'informatique en général ou de l'IA en particulier est posée, la réponse est presque immédiate. On pense que ce coût est important, même énorme, et les comparaisons avec d'autres activités humaines sont invoquées pour l'étayer. Ainsi, dans leur nouveau rapport publié le 11 avril dernier, l'ARCEP et l'ARCOM indiquent qu'en 2020, le numérique a généré 17,2 millions de tonnes de CO2, soit 2,5% du total des émissions totales de CO2. Ce chiffre, lit-on encore, devrait atteindre 25 millions de tonnes en 2030 et 49,4 millions de tonnes en 2050 si rien n'est fait pour faire baisser la courbe. Évidemment, c'est un peu abstrait, mais vous vous souvenez ce matin que Hervé Schneeweiss nous a précisé que dans le fond, c'est l'équivalent de la consommation d'énergie par l'Allemagne, ce qui est donc pas négligeable, effectivement. Toutefois, il y a d'autres exemples qui sont invoqués et qui nous troublent un peu pour mettre en doute l'énormité du coût, voire le coût lui-même. Grâce à l'IA, lit-on aussi, une grande entreprise technologique a réduit sa consommation d'eau de 46%, économisant ainsi 8 millions de litres d'eau par an et réduisant son empreinte carbone de 350 tonnes. Une première tâche est donc d'établir les faits, et particulièrement à une époque où les fake news et le greenwashing prospèrent. Ensuite, il conviendra d'effectuer, comme disent les juristes, une pesée des intérêts. Nous désirons certes une puissance de calcul toujours plus grande pour alimenter nos modèles d'IA, mais nous devons nous demander si nous sommes prêts à sacrifier l'environnement au nom de cette technologie. Que signifie d'ailleurs ici sacrifier? C'est une question qui se posera peut-être. À moins que nous puissions concilier les deux, d'autant que si on en croit la déclaration de Bletchley, qui date de novembre 2023, qui a été signée notamment par la France, et j'ajoute aussi la Suisse,
Eh bien, dit cette déclaration, l'intelligence artificielle offre d'énormes possibilités au niveau mondial. Elle a le potentiel de transformer et d'améliorer le bien-être, la paix et la prospérité de l'humanité. Voilà donc tout l'enjeu de ce débat. Et donc, pour tenter d'y voir clair, je vais passer la parole aux intervenants et d'abord à Dejan Glavas. Alors bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour cette table ronde très intéressante. Alors, on m'a donné un peu le rôle de celui qui doit poser les faits, les grandes données sur l'IA et l'environnement. Donc, si on prend l'impact environnemental, si on essaye vraiment de s'intéresser à l'impact environnemental de l'IA, on peut regarder ça du point de vue du cycle de vie de l'IA. Alors, un premier élément qu'on doit dire, c'est qu'il est très compliqué de travailler sur ces thématiques d'environnement et d'IA du fait d'une absence de données disponibles. C'est un élément très important. Distinguer la part de l'impact environnemental du numérique par rapport à celle de l'IA spécifiquement n'est pas une tâche aisée. Mais si on essaye de le faire et qu'on regarde un peu l'analyse de cycle de vie de l'IA, vous avez une première étape qui est la construction de l'infrastructure, donc ce qu'on appelle les centres de données, l'endroit où vont être utilisés les modèles, où ils vont tourner. Vous avez l'usage, c'est-à-dire que vous allez entraîner les modèles d'IA dans ces centres de données, vous allez déployer les modèles, et puis vous avez la fin de vie, c'est-à-dire la mise à la casse, entre guillemets, des centres de données. Alors, les informations dont on dispose, les données dont on dispose, sont très concentrées autour des centres de données, d'une part. Donc, je vais commencer par ce point-là. Donc, en termes de consommation d'électricité au niveau global, les centres de données, donc, selon l'Agence internationale de l'énergie, représentent environ 1% de la consommation globale d'électricité. Les centres de données uniquement. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait qu'on utilise de plus en plus de données, qu'on utilise davantage de puissance de calcul, sur les 10 dernières années, cette consommation d'électricité n'a augmenté que de 6%. Alors pourquoi ? La première explication qui est fournie par l'IEA a été que vous avez en fait donc ces besoins en données, en calcul, qui ont été contrebalancés par l'efficience des centres de données, l'efficience énergétique. Donc jusque-là, on a une sorte d'équilibre entre des centres de données de plus en plus efficients, d'un côté, et des besoins en calcul et en données de plus en plus importants. L'inquiétude que l'on a aujourd'hui, c'est vis-à-vis de l'IA générative. Est-ce que cet équilibre va être cassé par l'avènement de l'IA générative? Et alors, les études qui ont travaillé sur le sujet à date trouvent que d'ici à 2030, cette part de consommation d'électricité des centres de données va passer donc de 1% à 2,6%. Donc les études à date nous disent, s'attendent à ce que cet équilibre soit cassé pour les années à venir. Il y a un autre élément qui va concerner la question de l'usage. Alors on a évidemment la question de l'entraînement des modèles, de la formation, de la création, si vous voulez, des modèles, qui est très étudiée aujourd'hui. Alors vous avez forcément dû entendre parler des émissions de CO2 liées à l'entraînement de GPT-3. Alors certains l'estiment à 300 tonnes, d'autres études sont à 500 tonnes équivalent CO2 pour l'entraînement d'un modèle. Donc c'est à peu près, alors pour faire des comparaisons dans les articles, ils vous disent que c'est à peu près 315 vols New York-San Francisco, donc simplement pour entraîner un modèle. La question que nous, on se pose, notamment dans l'Institut, c'est vraiment la question de l'usage. C'est-à-dire qu'il y a une étude très intéressante d'Emma Strubel et de ses équipes qui est sortie cette année, qui allait comparer l'usage, donc quand vous allez générer du texte,
par rapport à classifier du texte. Donc ce que faisaient les anciens modèles de machine learning qui vous disaient c'est un texte positif ou négatif. Donc ça c'est les anciens modèles. Les nouveaux modèles d'IA générative vont générer du texte. Et donc ils se sont rendus compte que la génération de texte, ils ont mesuré que la génération de texte consommait en moyenne 10 fois plus d'énergie, d'électricité pour être plus précis. Donc ça c'est un premier élément. Donc, ce qui semble indiquer qu'à l'usage, l'IA générative est plus consommatrice, c'est ce travail-là. Après, ils sont allés regarder selon le type de données générées, si vous générez du texte ou si vous générez des images. Et là, vous avez un résultat qui est assez intéressant, c'est que vous consommez 60 fois plus d'électricité à l'usage, à générer une image qu'à générer du texte. Donc c'est à peu près, dans l'étude, il est précisé que c'est à peu près une recharge de smartphone par génération d'images. Donc c'est pas anodin, parce que votre usage de l'IA générative n'est pas quelque chose d'anodin en termes d'impact environnemental. Et donc, je vais en terminer sur un dernier point qui est les modèles multi-usages ou les modèles spécialisés. Les modèles multi-usages comme ChatGPT va, pour la même tâche, consommer 30 fois plus d'électricité qu'un modèle spécialisé. Donc, encore une fois, la question de l'usage est tout à fait centrale quand on étudie la question de l'impact environnemental de l'IA. Alors je vais m'en arrêter là pour passer la parole à mon voisin, mais voilà, c'est vraiment le point qui à notre sens est central, c'est l'usage, la responsabilité des usagers vis-à-vis de l'IA est quelque chose de véritablement central dans l'impact que peut avoir l'IA en termes d'environnement. Bien, merci beaucoup. Oui, on va passer tout de suite la parole et on aura le temps de discuter plus tard. Jacques Sainte-Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis effectivement ravi effectivement d'être ici. Donc tout de suite, mon sentiment, c'est que l'IA va être un bouleversement. Et déjà en partie un bouleversement. Mais quand j'ai dit bouleversement, j'ai pas dit que si elle est bien ou pas bien. Donc je vais essayer d'expliciter un petit peu en quoi ça peut poser des questions et en quoi ça apporte un certain nombre d'avancées et de solutions. Avant tout ça, je voudrais juste faire un point. Qu'est-ce que c'est que l'IA ? Alors l'IA, j'étais avant là, dans la session, j'étais en faux de la salle, j'écoutais, l'IA c'est ChatGPT pour beaucoup de gens. Mais ça c'est l'outil qu'on utilise, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait l'IA ? Alors l'IA pour moi c'est trois choses. Premièrement c'est des données, beaucoup de données. Les données de mobilité quand vous vous déplacez, les données de Wikipédia, les données d'images satellites qu'on peut récolter et ainsi de suite. Deuxièmement, ça a été dit tout de suite, c'est des endroits où on peut stocker ces données et les traiter. Des data centers et des processeurs très gros pour pouvoir traiter ces données-là. Et le troisième point est fondamental, c'est des algorithmes pour extraire de l'information intelligente qui va intéresser l'utilisateur de toutes ces données-là. Et ça, ce point-là, il est crucial. Si je prends toutes les données de déplacement des personnes qui sont dans la salle ici, ça me dit rien, ça me donne un nuage de déplacement dans Strasbourg ou aux quatre coins de la France, que sais-je. Voilà. Par contre, si je me dis, tiens, je vais chercher les gens qui sont, je sais pas, par exemple, fumeurs dans la salle, croiser les données là avec l'endroit où se situent les bureaux de tabac et le nombre, la fréquence où les gens passent pas très loin d'un bureau de tabac et ensuite, et voilà. L'IA, elle va faire ça. Voilà. Et elle va extraire et elle va vous dire, voilà, chose qui n'est pas évidente a priori, quand je vais regarder vos trajectoires, je ne vais pas savoir combien il y a de fumeurs dans la salle ou de fumeuses. Par contre, en croisant avec d'autres données et puis en essayant d'extrapoler, d'extraire, d'intersecter, on peut extraire ce genre de choses. Donc voilà, c'est l'IA, je répète, c'est trois choses, les données, les infrastructures pour traiter, le data center et puis microprocesseurs et processeurs, et puis les algorithmes qu'on fait tourner. Le premier point de mon propos, c'est l'IA en tant qu'outil pour des avancées scientifiques. Dans le domaine des sciences de l'ingénieur, par exemple, donc moi, comme ça a été dit, je suis mathématicien, beaucoup des résultats qu'on a, que vous avez appris à l'école sans doute, sont basés sur de la science du Moyen-Âge, 18e, 19e siècle, 20e siècle. Je sais pas, des gens comme Euler, Kepler, Pascal, Descartes, vous voyez, c'est le nom Newton, par exemple. Je pense que vous avez tous entendu la pomme de Newton, les lois de Newton, de la gravité. La somme des forces extérieures égale l'accélération d'une particule ou d'un solide. Cette modélisation-là, elle sert à faire beaucoup de choses. J'en reparlerai tout à l'heure, la météorologie, prédire le temps qu'il va faire, l'océanographie, les changements climatiques, et ainsi de suite. Par contre,
c'est quand même des choses qui sont très compliquées. Et quand on descend à une échéance très fine, par exemple, d'écrire le temps qu'il va faire dans 10-15 jours, on voit que c'est un petit peu difficile. D'écrire la propagation d'une opinion dans un groupe social, c'est pas complètement évident. Et l'IA, elle fait assez bien ça, en fait. Et donc il y a beaucoup d'avancées scientifiques, en médecine aussi, alors je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais où l'IA est source d'avancées scientifiques très significatives. En ce sens-là, j'ai envie, avant de donner 2 exemples, je voudrais rajouter un point. Le numérique et l'IA, ça sert aussi aux appuis aux politiques publiques. Les choses vont sans doute pas assez vite, mais nos pays sont engagés sur des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre, de décarbonation. Ça, c'est fait sur la base de travaux scientifiques où l'IA joue un rôle important, un rapport du GIEC. Il y a beaucoup d'IA dans un rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'un rapport du GIEC sans numérique ? Il reste pas grand, je ne dis pas qu'il ne reste rien, mais il ne reste pas grand-chose. Donc, il faut voir aussi, encore une fois, je répète, l'IA comme outil pour avoir de la connaissance scientifique. Maintenant, je vais donner juste 2 exemples. Peut-être que vous avez entendu à la fin d'année dernière GraphCast. Alors, c'est une application ou un outil développé par Google qui permet de prédire le temps qu'il va faire, basé principalement sur la donnée, alors que les modèles classiques et existants, historiques, utilisent ces lois mécaniques, physiques, biologiques, chimiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien, cet outil-là, il fait beaucoup mieux que tous les outils existants, enfin très sensiblement mieux que tous les outils existants. Et donc vous voyez, il y a une avancée. Et connaître la météo pour les agriculteurs, les gens qui font des travaux sur des chantiers et ainsi de suite, les risques naturels, les risques d'eau, c'est quelque chose de très important. Deuxième exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent PlanteNet. C'est un outil développé par INRIA et puis par les l'INRAE, le CIRAD et l'IRD qui permet de reconnaître des plantes. Vous prenez une photo et ça vous reconnaît la plante. C'est basé sur de l'IA. C'est vraiment basé sur de l'IA. Et c'est un outil où il y a de la recherche de très haut niveau en IA, et en même temps un outil qui est utilisé par 30 ou 40 millions de personnes, avec un usage particulier, c'est sans doute le cas de gens peut-être dans la salle, et un usage professionnel. Avec les images, vous arrivez à détecter des cartes de biodiversité dans certains endroits. Les pompiers s'en servent pour dire, ben voilà, toutes les photos prises par les gens dans telle région, elles montrent que la région est vraiment très sèche, donc là, il y a plus de risques d'incendie que dans d'autres endroits. Pour détecter plutôt une pathologie, par exemple, qui se développe dans des champs, sur des vergers ou sur des arbres fruitiers. Voilà, donc j'insiste là-dessus, l'IA en tant d'avancée scientifique. Il y a aussi l'IA qui permet de décarboner un certain nombre de secteurs. La mobilité, l'agriculture, j'en parlais peut-être tout à l'heure, ou l'énergie. Pourquoi je prends l'exemple de l'énergie? Vous voyez, l'énergie, on passe d'un système où on a quelques endroits où on produit de l'énergie, des barrages, des centrales nucléaires, des centrales thermiques, à un système complètement distribué. Des parcs éoliens à plein d'endroits, des panneaux photovoltaïques à divers endroits, et puis des fois c'est des grandes fermes éoliennes, et des fois c'est un tout petit truc ou un panneau photovoltaïque sur le toit de M. Durand ou de Madame Dupont. On passe d'un système plutôt prédictible, assez facilement pilotable, à un système qui est très intermittent, beaucoup plus difficilement pilotable. Et l'IA, c'est un outil pour aider à piloter. Parce qu'à nouveau, on ne sait pas bien le modéliser avec ces équations mécaniques, physiques, biologiques dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, le troisième point que je voulais évoquer, les impacts environnementaux. Impacts environnementaux de l'IA. Alors la première chose, vous avez cité des chiffres, 2,5%. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Beaucoup parce qu'en fait, il est en forte croissance. Ça, c'est vrai, il est en très forte croissance. D'un autre côté, vu l'usage qu'on en fait du numérique, est-ce que 2,5% c'est si grand que ça? Je sais pas. Je dis juste un exemple. Enfin, vous dites, un aller-retour Paris-New York, c'est combien ou un voyage à New York, c'est combien de kilos de CO2 à votre avis? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une idée. Il y avait un questionnaire sur le site du Monde l'autre jour, c'est pour ça que il y a quelques jours, c'est pour ça que je prends ce chiffre-là, je le connaissais, mais je l'ai lu. À peu près 3 tonnes. Voilà. Oui, j'avais ça. Si vous regardez du fait de la vidéo en streaming, pendant 1h30, tous les jours, pendant 1 an. Donc 500 heures à peu près, quelque chose comme ça de streaming. C'est combien l'impact environnemental pour vous? Moins de 10 kilos. 3 tonnes, 10 kilos. Avec 10 kilos de CO2, en voiture, vous n'allez pas bien loin, vous ne faites pas grand-chose. Donc, et encore, je ne vais surtout pas les négliger, ils sont très importants, en forte croissance, il va falloir les faire diminuer, ça c'est complètement sûr. Je veux dire qu'il faut ramener les choses, disons, à leur certaines proportions. Et pour l'IA, typiquement, les axes, c'est bien sûr l'IA frugale. Au lieu d'avoir des IA gigantesques qui font plein de choses comme ChatGPT, la tendance actuelle, c'est plutôt des IA dédiées, spécifiques, qui vont regarder, alors je sais pas, pour les éleveurs de tournesol, par exemple une IA, je sais que ça existe, en plus c'est pas un exemple pris au hasard, une IA qui va prendre toutes les données de culture de tournesol et qui va être utilisée uniquement pour faire ça. Tout à l'heure je prenais l'exemple de GraphCast, c'est l'application qui prédit la météo. Prédire la météo, c'est résoudre des grosses équations pendant un grand nombre d'heures, un très très grand nombre d'heures. Voilà. Et ça a un impact environnemental certain. GraphCast, une fois qu'il a appris, comme ça a été décrit juste avant, je ne le redis pas, on l'interroge. Comme on interroge ChatGPT en lui posant une question. Et là,
Là, l'impact, il est beaucoup plus faible, l'impact de l'inférence de la question. Et en fait, sur cet exemple-là, GraphCast, il est beaucoup moins gourmand en impact environnemental que des modèles dits un petit peu plus classiques. Voilà. Alors, je voudrais conclure maintenant de deux façons. La première, c'est qu'on l'a beaucoup entendu, et j'ai entendu tout à l'heure, et peut-être que vous l'avez entendu, en termes d'environnement, on se dit « Ah, il faut optimiser les choses. Il faut gagner 5%, 10% et ainsi de suite. » Oui, c'est vrai, et c'est bien. Que dire, on a réduit, il faut citer des chiffres tout à l'heure, réduit de 10, 15, 20% l'impact environnemental, c'est très bien. Mais d'un autre côté, l'optimisation, ça renforce quelque chose. Ça renforce l'existant. Ça lui permet de rester là, de rester dominant. Passer d'un certain mode de transport avec des voitures individuelles à essence à la voiture électrique, mais ça renforce la place de la voiture individuelle. Et j'ai envie de dire, notre bilan carbone, pour un Français, c'est 10 tonnes par an. Il faut passer à 2 tonnes. Enfin, un peu moins de 10 tonnes, il faut passer à 2 tonnes. C'est pas une paille, hein. Faut diviser par 5, hein. C'est pas une paille. C'est pas avec des optimisations de bout de chandelle qu'on va y arriver. Et donc, mon sentiment, il est aussi, j'ai commencé par dire tout à l'heure que c'était un bouleversement, l'IA. Et bien, mon sentiment, il est que, c'est peut-être, les Anglais disent tipping point, point de bascule. Et bien justement, c'est peut-être aussi un point de bascule pour passer dans tout à fait autre chose. Voilà. Et j'ai envie de le voir comme ça. Ça a des côtés négatifs, hein, ils ont été évoqués, et on pourra en reparler tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà d'autres éléments encore à prendre en compte. Et je vais passer maintenant la parole à la politique, si on peut dire. Et d'enfant, pour vous demander, que fait-on de tout ça, d'une certaine manière? Alors je tiens à dire que ces interventions, et d'ailleurs globalement cette édition du Forum européen de bioéthique, doivent absolument être diffusées au plus grand nombre, parce que là, il relève de l'éducation populaire au numérique, vraiment de diffuser ces interventions qui sont exceptionnelles. Alors, merci d'avoir posé vraiment les bases. On a toujours besoin pour débattre d'avoir ces bases et ces faits scientifiques. Là, c'est extrêmement clair. Moi, vous l'avez dit, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous parler en tant que vice-présidente de l'Eurométropole en charge de ces questions et de voir comment, ces réflexions d'ailleurs nous enrichissent, hein, il faut toujours évoluer, de voir comment l'intelligence artificielle, on l'appréhende du point de vue de notre cadre stratégique numérique responsable. Parce que la réalité est celle-ci, nous avons mis en place pour le territoire, pour les acteurs du territoire, mais aussi pour les 8000 agentes et agents de l'Eurométropole de Strasbourg et de la ville, un cadre qui nous dit que quand on parle de numérique, on doit toujours réfléchir sur ces 3 axes que sont les sobriétés numériques, les solidarités numériques et les libertés numériques. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. Je vais essayer de vous donner 3 exemples relatifs à l'IA à travers ce prisme. Pour les solidarités numériques, et j'en parle à dessein tout de suite parce que j'assume de m'éloigner du sujet qui est celle de l'impact écologique, mais l'écologie, j'espère que vous en parlerez tout à l'heure de sa définition, elle est large. Donc je voulais vous parler d'abord des solidarités. Parce que quand on parle d'IA, il faut absolument avoir en tête que c'est un pas de géant qui est fait en matière de reconnaissance d'images pour les personnes qui ont une déficience visuelle, en matière de reconnaissance de lecture labiale, en matière de résumé des textes également pour les personnes déficientes mentales. Donc on a les sous-titrages en temps réel également, hein, on utilise l'IA pour le faire. Donc je veux dire aussi, face à l'inquiétude qu'on peut avoir d'un point de vue écologique et qui est tout à fait légitime, se dire à quoi sert l'IA, à quoi elle peut servir, à quoi elle doit servir, et ensuite on fait des arbitrages. Et donc cette question de l'accessibilité, elle est quand même très très importante pour nous du point de vue politique publique. Ça m'amène à la question quand même centrale de la sobriété. Alors, là encore, dans la sobriété, on essaye de raisonner du point de vue des usages et du point de vue de la consommation en tant que telle. Et donc, sur l'usage de l'IA, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, on permet une optimisation des anticipations. C'est quand même pas négligeable de se dire qu'on a des prévisions qui sont affinées en matière de production des ENR. On a pour les véhicules électriques aussi un tas de choses qui permettent donc globalement une décarbonation plus rapide. Et puis on a des secteurs d'exploitation de l'IA qui sont vraiment uniquement au service de l'écologie.
sur les questions météorologiques, sur les questions de pollution, de déforestation et de reforestation. Donc on a vraiment une capacité d'accélérer en faveur du climat grâce à l'IA. Donc c'est pour ça que cet usage est à rappeler, mais il faut mettre en balance effectivement la consommation en tant que telle. Alors, on a quand même sur les data centers, depuis les 18 derniers mois, d'énormes progrès qui ont été faits en matière de ressources nécessaires. Et tout à l'heure, on parlait de ChatGPT 3. Alors, 3.5 a fait effectivement beaucoup de bruit parce qu'il fallait une infra de dingue au moment de ce lancement. Aujourd'hui, ça peut tourner sur un ordi personnel. Donc, on voit bien ce pas également qui a été fait en matière de consommation. Ce qu'il faut éviter, je le crois vraiment, et en tout cas, nous, on essaye de mettre ça en avant, ce sont les LLM, donc c'est Large Language Models, qui, eux, sont des réseaux neuronaux qui utilisent énormément de volume de données pour comprendre le langage humain. C'est très gourmand. Et au départ, l'IA, c'était plus gros c'est, mieux c'est. Voilà. Ça, on pourra en faire le plus possible. Et aujourd'hui, il y a cette manière de faire qui est plus rationnelle, plus sobre, plus proportionnelle au but recherché. Et je me réjouis qu'en France, nous ayons des initiatives comme le consortium OpenLLM France, dans lequel le CNRS est impliqué, des associations, des fournisseurs de données, des acteurs privés également. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation dont le but est de faire progresser l'état de la recherche, l'état de l'art, de la recherche académique, pour aller dans le sens de modèles plus sobres et plus spécialisés. Et ce qu'on nous dit, c'est que la cible de taille serait idéalement de 1,5 milliard de paramètres entraînés sur des données de haute qualité. Et donc ça pourrait rivaliser avec les plus grands dont tout le monde connaît les noms aujourd'hui. Donc vraiment, cette initiative, je la salue, d'autant qu'elle repose sur le logiciel libre pour y parvenir. Et ça, encore un mot pour terminer, puisque je vous ai parlé de 3 actes. Le dernier, c'est la liberté. Les libertés numériques, ce qu'il est fondamental quand même que le numérique soit un levier d'émancipation et de liberté. Et donc le logiciel libre, ça fait partie de ça. À la base, ChatGPT, ça repose sur des sources ouvertes. Mais aujourd'hui, la plupart des outils qu'on connaît, lorsqu'on clique pour créer, par exemple, OpenAI sur les conditions générales d'utilisation, en réalité, on accepte les conditions de licence, des licences propriétaires. Bon. Et alors, ça, comme quoi, le libre, souvent, lorsqu'on en prend les briques et qu'on refait un produit, c'est tout de suite moins libre. Mais bon, un espoir cependant, et je terminerai là-dessus. Donc, évidemment, il y a un espoir qui est celui d'aller vers la sobriété avec un consortium dont je vous parlais à l'instant, mais également de l'aveu même de Google, puisque un document interne a fait l'objet d'une fuite. Et l'ingénieur écrit « La vérité inconfortable est que nous ne sommes pas en mesure de gagner la course aux armements de l'IA générative. Pendant que nous nous chamaillons, une 3e faction a tranquillement mangé notre déjeuner. Qui est ce 3e acteur ? Eh bien, c'est la communauté des logiciels libres. » Voilà. Donc je suis plutôt optimiste. Merci beaucoup pour votre intervention qui souligne, puisqu'elle élargit un peu le propos, que dans le fond, l'IA a d'autres coûts que le simple bilan carbone, qu'il a aussi d'autres avantages d'ailleurs que ceux qui ont été soulignés. Donc il y a tout un aspect sociétal, on pourrait dire, du sujet dont il importe de tenir compte. Bon, je pense que c'est cet aspect, on va voir en écoutant Servane Mouton, qui elle aussi va, m'a-t-elle dit, élargir un peu le propos. Donc je vous passe la parole. Merci. Je suis assez émue d'être ici parce que je trouve que ce forum est de haut niveau, en effet, et j'ai essayé d'être à la hauteur, déjà. Donc oui, tout à l'heure, vous suggériez que je redonne la définition d'écologie, parce que ça va être un petit peu le fil rouge de mon intervention. L'écologie, j'ai regardé à nouveau la définition avant de venir, c'est la science qui s'intéresse aux êtres vivants et aux relations qui existent entre eux et avec leur environnement. Donc on peut être extrêmement large finalement quand on aborde la soutenabilité de l'IA sur le plan écologique. Faire un tout petit peu d'histoire, mais alors c'est vraiment très très rudimentaire, mais moi j'ai du mal à dissocier, c'est vrai, l'IA du numérique, puisqu'il me semble qu'elle a été présente quasiment dès le début, quand d'abord il y a eu ARPANET, et c'était surtout le domaine militaire, et puis ensuite Intranet et l'Internet qui avaient vraiment cet idéal de partage des connaissances et de mettre à disposition de tous le plus de connaissances possible. On n'imaginait pas
tous les usages qu'auraient les nouvelles technologies de l'information et de la communication 50 ans plus tard. Et j'ai envie de dire pour le meilleur, mais aussi pour le pire, parce que ce dont on commence à en avoir conscience, c'est tous les impacts délétères, en particulier sur la santé, qui est forcément un sujet auquel je suis assez sensible, de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle au service de l'économie de l'attention, avec toute la surutilisation de ces outils numériques qui en est la conséquence et qui favorise des perturbations du neurodéveloppement et du développement socio-relationnel chez les plus jeunes, des problèmes de vision, des problèmes de sédentarité et donc de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Voilà, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais c'était des choses qui n'étaient pas prévisibles, en tout cas, quand on a déployé cette technologie. Alors, aujourd'hui, que l'IA fait un bond en avant, en tout cas un bond, qu'il soit en avant ou en arrière, je ne sais pas, est-ce que nous sommes capables d'imaginer et d'anticiper sur toutes les applications qui seront les siennes dans 10, 20, 30, 40 ans et d'anticiper leurs effets bénéfiques peut-être, mais aussi leurs effets délétères? Je ne suis pas certaine de ça. Et aujourd'hui, c'est mon deuxième point, quand on nous parle d'IA et de ces avancées, on met souvent en avant ces trois secteurs que sont l'éducation, la santé et l'écologie, qui sont des sujets qui préoccupent chacun et qui touchent plus ou moins personnellement chacun d'entre nous. Mais donc après, quelles seront les autres applications sur le plan notamment du divertissement? Quels seront les déploiements de l'IA de nouvelle génération, l'IA générative, dans le domaine du divertissement? Est-ce qu'on peut imaginer cela aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que ce sera. Mon troisième point est celui de l'équité. On parlait de solidarité, on est dans le lien. Si on parle d'équité, alors je prends juste l'exemple de l'accès, par exemple, à Internet des établissements scolaires. Les établissements scolaires au niveau mondial du primaire et du secondaire ne sont reliés à Internet que pour 50% d'entre eux. Soit on considère que c'est un progrès, un progrès dans le sens une avancée, le fait d'accéder à Internet pour l'éducation, et dans ce cas-là, finalement, ça ne fait qu'accroître les inégalités, que seule une partie de ces établissements scolaires y ait accès, et seulement 50% au niveau mondial. Soit, et puis de toute façon, dans tous les cas, ça pose la question de l'impact environnemental de déploiement de cette technologie, que ce soit en termes d'extraction des ressources pour la fabrication des terminaux en particulier, mais aussi en termes de recyclage des déchets, qui sont essentiellement dans les pays de niveau de revenus faible ou intermédiaire inférieur, qui payent doublement cette inéquité. Et d'autre part, si jamais on envisage dans un certain élan d'optimisme que tout le monde sera relié de la même façon, 100% des établissements scolaires, 100% de la planète, se pose la question de la soutenabilité sur le plan écologique de l'accès à cette technologie, sur le plan à nouveau des ressources, à la fois pour la fabrication, pour le fonctionnement et ensuite pour le traitement des déchets en fin de vie. Un autre point est la question de la perte de compétences. Nous nous apprêtons à déléguer à une technologie énergivore et consommatrice de ressources des compétences qui sont essentielles et qui reposent notamment sur notre lien avec l'environnement et avec la perception que nous avons d'autrui ou des signaux de l'environnement, du climat, l'examen d'un patient pour ce qui me concerne. Nous allons nous en remettre à une technologie qui est censée traiter mieux que nous, plus rapidement, de façon plus efficiente ces données et de donner un résultat plus fiable. D'accord. Un jour où l'électricité est coupée, où l'électricité est restreinte, comment ferons-nous les choix? Qui aura accès à ces compétences? Est-ce que nous ne sommes pas en train de compromettre la sécurité, simplement, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'alimentation, sur le plan peut-être de l'éducation, et de la faire reposer sur une technologie dont nous serons dépendants? Enfin, ce sera mon dernier point, il me semble qu'aujourd'hui, par l'économie de l'attention, et aujourd'hui par la place très centrale que prend l'IA dans tous les domaines de nos vies, elle détourne notre attention vers elle. Et encore un peu d'étymologie, mais attention, ça veut dire tendre son esprit vers.
Et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle détourne notre attention du réel, de ce qui fait la beauté du vivant, la beauté de notre environnement, la beauté de nos relations, pour aller vers quelque chose qui est virtuel, immatériel sans l'être. On a vu à quel point étaient matériels les impacts environnementaux du numérique, mais en tout cas, cette certaine forme d'immatérialité. Et c'est peut-être en cela que j'ai le plus de doutes dans son côté soutenable sur le plan écologique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Servane, d'avoir élargi ainsi le propos, rejoignant ainsi d'ailleurs des sujets qui ont été évoqués déjà pendant ces 2 jours, qui seront encore demain. Ça montre bien effectivement l'ampleur des questions, et le terme écologie s'y prête assez bien, puisque comme vous l'avez redéfini, montrant là aussi c'est un terme large. D'ailleurs, le terme bioéthique est tout aussi large, puisque à l'origine, la bioéthique concernait l'environnement, justement, chez Van Rensselaer-Potter. Voilà, mais bon, c'est vrai, bon, vous avez couvert un peu d'une certaine manière, de manière quand même plutôt négative, hein, plutôt critique, les risques de l'IA. D'autres fois, on a souligné parfois aussi certains aspects positifs. J'aimerais maintenant que vous puissiez réagir librement sur les contributions de vos collègues. Et on va refaire donc un tour de table. Et Dejan, peut-être, vous voulez... Non ? Moi, je voulais rebondir sur le dernier point qui vient d'être évoqué, et puis je te passe la parole, si ça te va, pour l'impact positif. Il y a eu quelque chose qui vient d'être dit qui est assez intéressant en termes de la confiance qu'on peut avoir dans en fait, la capacité de l'être humain à utiliser cette technologie de manière positive ou non. Alors j'aimerais rappeler un élément qui est assez intéressant. Le MIT cette année a fait une étude où ils sont allés comparer la productivité des salariés qui utilisent l'IA générative et ceux qui ne l'utilisent pas. Et en moyenne, ils trouvent un écart de 40% de productivité, c'est-à-dire ceux qui l'utilisent sont plus productifs de 40%, quel que soit le type de métier. Donc c'est une moyenne, évidemment, avec toute la variabilité qui est à l'intérieur de ça. La question qu'on peut se poser, c'est à chaque fois que l'être humain... Donc la productivité, c'est la quantité produite sur une durée. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en utilisant l'IA générative, on produit 40% de plus sur la même durée. Est-ce que l'histoire humaine nous a appris que quand l'être humain a accès à un outil de ce type-là, il va s'en servir pour produire moins? La question... Et nos économies sont faites de telle manière à ce qu'on ait, à date, une incitation à utiliser cet outil pour produire plus sur la même durée. Et donc, c'est véritablement cette question-là qui, nous a intéressés du point de vue de l'usage, et où, effectivement, on reste malheureusement assez sceptique parce que l'on sait que la structure même de notre économie est basée sur la productivité et l'usage de la productivité pour produire plus. Et qui dit produire plus, dit plus de déchets, plus d'émissions. Alors, c'est pas une bonne introduction pour le propos de mon voisin, mais c'était simplement, voilà, je voulais prolonger ce qui venait d'être dit. Ce qu'on pourrait peut-être aussi ajouter, c'est que produire plus, c'est dans le fond avoir des rythmes de travail plus fatigant, plus stressant, et que d'une certaine manière, ça ne va pas du tout dans le sens du bien-être dont on a parlé auparavant. Merci pour cette précision. Oui, Jacques. Oui, alors juste un complément, un premier complément sur ce que vient de dire mon voisin qui est à ma droite. Il y a effectivement pas mal de rapports sur les impacts de l'IA en termes d'environnement, en termes de travail, sur plein de domaines. Alors je pense à un en particulier aussi qui a lieu tous les ans, qui est fait par l'université de Stanford aux États-Unis. Je crois que c'est en printemps 2023, là, et typiquement les chiffres qui sont donnés par le MIT, donc on est de l'autre côté des États-Unis avec Stanford, enfin de la côte, mais sont effectivement, corroborent exactement ceci. Après, il n'y a pas que ça, hein, il y a des choses aussi en France, je pense à celui-ci, c'est celui que j'ai en tête. Alors, moi, je ne défends pas du tout le solutionnisme technologique, hein, j'ai voulu mettre en avant les risques, et je pourrais les détailler aussi, et les bienfaits, les possibilités associées à l'IA. Je ne défends pas du tout le solutionnisme technologique en disant à chaque problème, on va trouver une solution, par exemple, une solution numérique. Pas du tout, pas du tout. Hein, je disais avec mon voisin, on en parlait hors antenne, j'ai envie de dire. Voilà. Posons-nous la question, avant de développer un outil,
à quoi ça sert, pourquoi faire, pour qui. Je pense à l'agriculture, je vais peut-être donner un exemple juste après là-dessus. Par exemple, c'est l'exemple de type, on ne développe pas un truc, puis on se dit, non, bah tiens, ça pourra bien sans problème. Les gros outils numériques fonctionnent à l'inverse. Vous prenez un truc comme ChatGPT, c'est un truc qui, il n'y a pas vraiment de besoin de ChatGPT avant qu'il apparaisse. Et il crée l'environnement autour de lui pour que les gens en aient besoin d'un seul coup, parce qu'il propose des choses très performantes. Le point où je voulais réagir, c'est ce qui a été dit par les deux personnes qui sont à ma gauche, sur les impacts environnementaux indirects du numérique. On a beaucoup parlé des impacts environnementaux directs, 2,5%. Une cartographie, les impacts environnementaux du numérique, c'est à peu près 80% la fabrication des outils. J'ai bien dit 80%. 15% à peu près les data centers, là où sont stockées les données, 5% les réseaux. 80%, 15%, 80% de fabrication, 15% data center, 5% les réseaux. Sous-titre de ça, c'est que si vous prenez votre téléphone, au lieu de garder 2 ans, vous le gardez 5 ans, vous avez divisé par 2. Voilà. Ça, ce sont les impacts directs. Maintenant, les impacts indirects. Alors, je vais prendre, je parlais de l'agriculture. Mettez un capteur dans un champ, par exemple. Mettez un capteur dans un champ, ce capteur il va mesurer une information, je ne sais pas, la température, la taille de tel ou tel parasite, et ainsi de suite. Donc il a un coût environnemental. Il faut le fabriquer, il consomme de l'énergie, des services numériques à côté. Très bien. Et cela, on sait assez bien le quantifier. On le connaît assez bien. D'un autre côté, ce capteur-là, il n'est pas là pour faire joli. Il va faire quelque chose. Il va vous donner une information qui va permettre à l'agriculteur peut-être de diagnostiquer un peu plus tôt une pathologie, une carence ou un stress de la plante. Vous allez peut-être réduire un peu la quantité de produits phytosanitaires que vous mettez, réduire un peu la pénibilité du travail, puisqu'il n'aura peut-être pas à se déplacer, par exemple pour suivre le vélage des animaux ou ainsi de suite. Et puis augmenter par exemple un peu la quantité de récolte. Et donc d'un seul coup, vous voyez, le bilan de votre capteur, c'est ça. C'est son coût environnemental de fabrication, de fonctionnement, d'existence, j'ai envie de dire. À vrai qu'à côté, il y a les coûts induits, indirects. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est cette balance-là qui doit avoir le bon signe, qui doit aller dans le bon sens. Alors, il y a un vrai souci, c'est que ces coûts indirects-là, on ne sait pas bien les quantifier. Alors là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Parce que oui, vous voyez, on est en train de mettre dans la balance des choses qui sont la pénibilité du travail, des produits chimiques qu'on n'a pas mis, une hausse de la récolte, des choses qui ne sont pas faciles à quantifier. L'impact environnemental du capteur, là, lui, par contre, on le maîtrise assez bien. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de recherche à faire pour connaître ces impacts indirects-là et pour les maximiser. Et je pense qu'il y a beaucoup de besoins aussi, alors là je pense que ma voisine à gauche pourra le faire, pour que justement ces connaissances-là puissent permettre d'orienter les choix, les décisions, et puis des labels, des contraintes ou des normes, en disant aux gens, ben voilà, vous devez réussir à faire ça. Si on connaît ces impacts indirects-là, on pourra plus facilement aller vers des choses sur la décarbonation. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est quand même peut-être la difficulté d'extrapoler les courbes actuellement. Je vais prendre juste un exemple pour dire mon propos, c'est de dire que quelque chose comme ChatGPT, ça crée de la valeur et ça en détruit en même temps. Et ça modifie beaucoup de choses. Il y avait des choses sur l'enseignement sur la table ronde juste avant. Mais vous voyez, je vais prendre l'exemple, c'est le suivant. Vous voyez, les appareils photo. Vous avez tous des appareils photo, j'imagine, dans la salle. Et il y a quelques années, une dizaine d'années peut-être, la course sur l'appareil photo, c'était sur le téléphone, c'était la résolution, avoir beaucoup de pixels. Puis à un moment donné, il y a tellement de pixels que de toute façon, qu'on les multiplie par 2 ou par 4, on ne voit pas la différence. Donc le pouvoir de résolution de l'œil ne distingue pas quand on est à, 64 millions, 128 millions, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça a beaucoup moins d'intérêt d'un seul coup. Vous pouvez télécharger tout Star Wars en quelques secondes, il vous faut 1h40 pour regarder chaque épisode. Mes enfants arrivent à regarder plein de choses à la fois en même temps, mais malgré tout, quand même, il y a une certaine limite. Maintenant, vous prenez donc ces outils d'IA génératifs, par exemple. Ça a un effet quand même de déplacement complètement, me semble-t-il, de la valeur. Vous voyez, moi je suis enseignant à l'université, je vois des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que demander une lettre de motivation à un élève? Pour moi, ça ne veut strictement plus rien dire, parce que si elle est bien faite, ça ne permet pas de distinguer celui qui l'a faite lui-même ou celui qui a utilisé ChatGPT. Le seul critère de distinction, c'est celle qui est mal écrite et qui est pleine de fautes d'orthographe. Là, oui, ça on sait que c'est quelqu'un qui l'a écrite à la main. Mais, donc voilà, d'un seul coup, vous avez complètement perdu l'intérêt de demander une lettre de recommandation. Faire un rapport de 50 pages qui n'est pas lu par beaucoup de monde et qui sert quand même globalement des fois à caler une table, non plus, c'est pareil. Ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça crée d'un côté et ça détruit beaucoup de choses, ça déplace beaucoup là où est la chaîne de valeur, en fait.
là-dedans. Tout à l'heure, dans la table, alors j'étais au fond, c'était pas à moi à intervenir, les gens se posaient la question sur l'enseignement, par exemple, l'impact sur la façon d'enseigner, mais la vraie question, c'est l'impact sur ce qu'il faut enseigner, me semble-t-il. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit, et je vais m'arrêter là-dessus, j'ai dit les sciences pour l'ingénieur, par exemple, enfin dans mon domaine, mais dans pas mal, on enseigne ça. Beaucoup de sciences dites dures sont basées sur ces enseignements-là. C'est sans doute qu'il faut faire évoluer ces choses-là. La plus-value que peut avoir un être humain, elle n'est plus exactement au même endroit. Parce que vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas, une IA générative, c'est basé sur des données. Et donc, l'intérêt aussi, c'est récent, hein, ces outils dont ChatGPT encore, ou Mistral AI, pour citer quand même un outil français d'une IA générative, c'est des outils, ils vont s'améliorer et ils vont évoluer, mais justement, l'intérêt, c'est de les construire sur des données signifiantes. Si vous êtes intéressé par des choses liées à la mobilité ou à l'agriculture, est-ce que vous avez besoin de la biographie de Victor Hugo ? Pas forcément. Et donc, les faire beaucoup plus dédiés, beaucoup plus spécifiques, alimentés sur des données complètement signifiantes. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des précisions des fois à 5 décimales près? Non, peut-être que des précisions beaucoup plus simples. Et donc, voilà, je conclue mon propos. Hein, il y avait 2 choses, je veux dire. Les impacts directs et indirects. Ceux-ci, on aimerait que ceux-ci les maximiser, c'est pas facile à faire, donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire, et aussi sur la difficulté, encore une fois, à extrapoler les choses. Pourquoi ? Parce que l'IA est un bouleversement. Et je pense que il y a un besoin d'appropriation de ces outils-là, mais les arbres ne montent pas forcément jusqu'au ciel. Oui, merci. Effectivement, la liste des coûts indirects peut être extrêmement longue. Dans la difficulté d'extrapoler, c'est un peu aussi ce qu'on a. Mais Servan avait aussi souligné par rapport aux impacts directs la question des ressources, d'usage des ressources, soit des métaux rares, on peut penser à l'eau aussi. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'on peut penser que c'est aussi quelque chose, un sujet important ? Ah oui, tout à fait. Les métaux, les terres rares et l'eau, ce sont des choses qui sont importantes. Alors, sans faire de publicité, on a à l'INRIA, avec d'autres partenaires, mais avec le ministère de l'Éducation nationale en particulier, on a créé un MOOC qui s'appelle Impact environnementaux du numérique. Donc, si vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, et donc on a mis un certain nombre de choses là-dessus. Alors, plus spécifiquement concernant ces choses-là. Premièrement, il y a des travaux de recherche qui sont menés, hein, bien entendu. Alors, je vais en citer à nouveau des travaux qui sont un petit peu d'optimisation. Vous voyez, les data centres, typiquement, alors une entreprise française chez qui j'étais il n'y a pas très longtemps, OVH par exemple, et d'autres, je pense à Carnot Computing, un peu plus petites, qui typiquement sont des gens qui travaillent, qui innovent beaucoup pour réduire leur empreinte environnementale, avec, j'ai envie de dire, 2 objectifs. Là-dessous. Le premier, c'est des considérations environnementales, et puis après, il y a des considérations, j'ai envie de dire, sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire d'optimisation, typiquement, pour eux, de leur système. Et là, j'insiste sur le fait qu'il faut justement que ces pratiques environnementales, vertueuses, il y a un avantage pour les gens, enfin un avantage dans la vie quotidienne, mais aussi pour les acteurs économiques. Si on nage à contre-courant, si ces gens qui font des efforts, ils ont en plus à le payer parce qu'ils ont un petit peu moins de clients ou parce qu'ils ont encore plus de mal à se rendre à leur travail et ainsi de suite, c'est encore plus dur. Donc il faut justement essayer de rendre ces choses-là un petit peu et faire en sorte que ces pratiques-là soient entre guillemets vertueuses, soient un petit peu plus rentables. Autre point, alors là je vais aller un petit peu à l'encontre quelque part, le low-tech. Alors je ne sais pas si vous avez le low-tech, alors la traduction de basse technologie, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi le low-tech, je dis souvent numérique suffisant, numérique résilient. Est-ce qu'on a besoin, tous, partout, tout le temps, d'avoir des outils numériques complètement dernier cri ? Pas sûr. Je pense qu'on a tous, vous avez peut-être chez vous, des ordinateurs qui dorment dans les placards ou des téléphones portables et qui, ma foi, pourraient quand même malgré tout marcher. Moi, je dis souvent, j'ai un iPhone 14, c'est pas que c'est le dernier modèle, c'est parce que c'est 2014, donc en fait c'est un vieux truc, et j'en suis plutôt assez content. Il fait téléphone et il me donne l'heure, c'est à peu près ce que je lui demande. Mais il y a beaucoup de choses à faire, je pense, sur cette partie-là, sur cet aspect low-tech. Je pense qu'on n'a pas tous. Je discutais ce matin avec des gens qui développent des projets de recherche sur des téléphones qui seraient un petit peu justement low-tech. Est-ce qu'on a tous l'utilisation massive de grandes masses de données avec des réseaux ultra performants et tout ça ? Pas nécessairement. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur la partie
low-tech. Et le dernier point, c'est aussi sur la partie du recyclage. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est important, être capable de recycler les matériaux. Ça a été dit par mon voisin à droite. Et là, j'ai envie de dire, il y a aussi beaucoup de recherche, mais le recyclage, c'est pas une fois qu'on est en fin de vie qu'on se dit « Ah bah oui, qu'est-ce que je vais faire de ces produits-là » C'est au moment de la conception qu'on doit se dire « Attention, ce truc-là, il faut que dans 5 ans ou dans 10 ans, je puisse en extraire les matériaux, les quantités, les métaux. » Et donc en fait, à nouveau, là, je pense qu'il y a beaucoup de recherche à faire. J'aurai peut-être l'occasion de redire des choses sur l'intérêt de l'innovation. Je finis juste par une chose, parce qu'effectivement, je ne voudrais pas dire que tout est facile. Il y a un rapport du JRC, JRC c'est le think tank, un laboratoire d'achat de la Commission européenne, qui a sorti un rapport il y a 6 mois, un peu plus. Je m'en propose des terres rares. Alors vous voyez par exemple typiquement le lithium. Le lithium, les besoins en lithium, d'ici je crois à 2035, les besoins estimés qu'on a, eu égard une fois au fait qu'on va électrifier beaucoup de domaines, c'est x17. C'est x17. Et x17, ça veut dire, c'est pas x1, x2, c'est x17, voilà. Et quand on discute avec des industriels, ils disent le lithium est là. Le lithium est là, dans le sol, mais en des endroits en concentration très grande, je pense par exemple au Chili ou dans certains endroits ici, pas très loin en Moselle, je crois. Donc il est en concentration beaucoup plus faible. Et il faut effectivement avoir sûrement, des procédés d'extraction de ces métaux rares qui soient beaucoup plus vertueux pour l'environnement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, des choses en termes de recyclage et d'économie plus circulaire. Merci beaucoup pour toutes ces données. Je pense que le politique a du travail à partir de là. Diane avait aussi souligné l'importance de la responsabilité personnelle dans l'usage, mais manifestement, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec la responsabilité personnelle qu'on va pouvoir gérer la rareté des ressources, notamment. Alors, je ne sais pas, je vous donne la parole pour que vous nous disiez un peu comment vous voyez soit le rôle de l'État, soit l'usage de l'IA par l'État dans la gestion de tous ces problèmes-là. Alors, dans mes nombreuses notes sur ce que vous venez de dire, la première chose, c'est quand même, je suis fascinée par le rapport de l'humain aux technologies. Et finalement, les termes du débat que l'on a aujourd'hui, pas du débat, sont les mêmes termes que j'ai entendus pendant la conférence citoyenne sur la 5G et les usages du numérique que nous avions organisée en 2020. C'est pareil. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un impact qui est important en termes environnementaux, en termes sociaux, et on se demande typiquement la question du qu'est-ce qu'on va faire du temps gagné. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre? Qu'est-ce qu'on va faire du loisir? J'entendais dans la table précédente, rapidement, j'écoutais sur mon téléphone en mobilité la session précédente, et il était dit, on peut se dégager du temps pour les loisirs, non pas pour la distraction, mais pour les loisirs, voilà. Et ce temps, il est important. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, si le temps gagné, on le réinvestit à une production pour aller dans cette course à la production, finalement, l'humain ne va pas en sortir grand-chose. Moi, quand j'explique à ma fille comment faire une lettre de motivation, je ne devrais pas dire ça, avec OpenAI, je lui explique aussi qu'en contrepartie, c'est pas pour se coller devant la télé après, quoi. Enfin, voilà. Et que ça sera l'occasion de terminer tel livre. Enfin, bon, voilà, il y a une question des usages. Et je voulais dire également un mot des terres rares, parce que là, on est vraiment au cœur du sujet, vous en avez très bien parlé à l'instant. Moi, j'ai un souvenir ému de la dernière édition de la Semaine du numérique responsable. D'ailleurs, la prochaine à Strasbourg est du 17 au 22 juin. Je vous y invite. Et donc, nous avions reçu Génération Lumière, qui est une association lyonnaise qui a été créée par des réfugiés de République du Congo, et qui nous ont exposé finalement le drame du cobalt. Voilà. Donc pour vous faire la chose très simple, tous les écrans tactiles ont besoin de cobalt. Le cobalt est à 60% produit en République démocratique du Congo, qui est essentiellement dans des zones de guerre où finalement la manière de fonctionner, ce sont les tortures et les viols. C'est ça. Voilà. Donc si vous voulez, au moment de racheter un téléphone, lorsque vous avez ça en tête, réfléchissez à 2 fois. Et en effet, on ne peut pas éluder ces éléments, mais la plupart du temps, on ne le sait pas.
C'est-à-dire que lorsque vous passez devant les boutiques avec de jolies vitrines épurées, vous voyez, des comptoirs blancs et des grands miroirs partout, effectivement, on a du mal à imaginer qu'il ne s'agit pas d'immatériel, mais qu'il s'agit de choses extrêmement concrètes, extrêmement dures, extrêmement violentes, et que c'est pas gratuit au sens propre et figuré, hein, c'est-à-dire que les choses ont une valeur et aussi une valeur humaine. C'est ça l'écologie, c'est que ça a aussi une valeur humaine. Une fois qu'on a dit ça, c'est simplement pour renforcer la question de l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide, comment on décide d'utiliser le numérique. On sait qu'il a un impact, on sait que ça peut être violent, que les questions de décharge à ciel ouvert dans certains pays africains où l'air est devenu irrespirable à cause de ces décharges à ciel ouvert, Agbogblossy, il me semble, cette ville qu'on ne peut plus habiter, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on fait une balance en se disant, sur notre territoire, comment est-ce qu'on fait la balance entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Alors moi je pense que oui, pour la santé, je suis plutôt issue du droit de la santé à la base, moi je pense que pour la santé, pour les questions de médecine prédictive et d'amélioration de la qualité de vie des personnes, il faut pouvoir investir. Je pense aussi, alors c'est mon opinion personnelle, c'est pas celle je suis porte-parole du Parti Pirate, mais là pour le coup c'est pas leur avis, mais je pense aussi que pour les crypto-monnaies, c'est un gage de liberté, et il y a des tas de réfugiés politiques dans le monde qui n'auraient pas pu mener leur combat s'ils n'avaient pas pu avoir accès à leur crypto-monnaie. Donc moi je pense aussi qu'il y a des investissements comme ça qui sont importants. On sait que c'est un poids écologique, que c'est un poids humain, mais je pense qu'il faut le faire. Et donc à nous de lister là où on le fait et là où on ne le fait pas. Mais la chose qui est prioritaire, c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement des choses. Tout ce qu'on se dit là, heureusement qu'il y a des espaces comme ça pour apprendre et pour se former. Je pense qu'il nous faut une éducation populaire au numérique. Allez au Shadok à Strasbourg si vous êtes de la ville. Et pour les gens en ligne, venez à Strasbourg, allez voir le Shadok, qui est un lieu dédié à l'éducation populaire au numérique. Et puis il y a une question d'auditabilité. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il faut qu'on sache comment elle est faite, combien elle consomme. Nous avons des Nutri-Score sur les emballages de ce qu'on mange. Eh bien, quand on achète quelque chose, aujourd'hui on a fait des efforts. Vous avez une partie de taxes, n'est-ce pas, sur les équipements informatiques, pour justement je ne sais plus quel est l'intitulé, mais enfin c'est pour parce que ça va être recyclé, pour le recyclage, voilà, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment et la Commission européenne en particulier doit continuer ses travaux sur ce qu'elle appelle elle-même les minerais du sang, pour avoir un étiquetage de où ça vient, et également, pour l'intelligence artificielle, là spécifiquement, comment est-ce que c'est alimenté, pour éviter les biais sexistes, pour éviter les biais racistes, parce que l'intelligence artificielle, ça peut être ça aussi, ça peut reproduire des choses immondes, et expliquer aux gens qu'effectivement, il faut comprendre comment cela fonctionne. Voilà, je vais m'en arrêter là, parce que si on peut encore échanger avec la salle. Tout à fait. Avant de passer à la salle, peut-être Servane voulait aussi faire quelques commentaires. Je vous remercie d'avoir évoqué ces questions des impacts à distance, parce qu'on parle de chiffres, on parle d'impact environnemental, on parle de consommation, mais je pense qu'on n'a pas en tête réellement ce qui se passe en fait, ce qu'on tient dans la main quand on tient un ordinateur et un smartphone. Moi j'ai toujours, depuis que j'ai bouquiné notamment les livres de Guillaume Pitron, grâce auxquels je suis là d'ailleurs, sur les terres rares, c'est un peu triste, mais j'ai quand même l'impression quand je tripote mon ordinateur ou mon téléphone que j'ai un peu de mort dans les mains. Et je trouve ça en fait très cynique de notre part et un peu lâche de raisonner en termes d'usages qui peuvent être pesés comme étant bons, pas bons pour nous, chez nous aujourd'hui, alors que quand même, mince quoi, il y a aujourd'hui des régions en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, qui sont ravagées, avec des habitants de villages qui sont dévastés, qui meurent de cancer, qui sont torturés, qui sont exploités, dans des conditions que nous ne pouvons même pas imaginer dans notre confort occidental. En fait, je crois que ça me rend un peu folle, et je ne sais pas comment l'exprimer autrement que ça. Je pense qu'on est hors sol, en fait, parfois, quand on discute de tout ça. Voilà, je pense qu'on est en décalage total avec la réalité des conséquences qu'a notre mode de vie à l'autre bout du monde. Et qu'au-delà d'une réflexion sur
la soutenabilité ou l'optimisation ou la réduction des impacts, en fait, il faut une révolution. Mais je ne suis pas violente, je n'appelle pas une révolution dans la rue, mais il faut réellement une révolution de notre façon de vivre. On n'a pas le droit de continuer théoriquement à vivre comme ça. On a le devoir de se sentir responsable de ce qui se passe. On n'a plus l'excuse de l'ignorance. Grâce à cette interconnexion, grâce à cette technologie, nous savons ce qui se passe à l'autre bout du monde. Comment pouvons-nous continuer à faire ça ? Je me souviens de ce discours de Greta Thunberg qui disait à ses dirigeants à Davos en disant « Comment osez-vous, mais comment osons-nous en fait faire ça ?» Je ne sais pas, hein, je fais partie, je m'inclus vraiment dans le nous, mais il y a vraiment des moments comme ce soir où je nous entends, je me dis comment osons-nous ? Et est-ce qu'il n'est vraiment pas urgent de raisonner en termes de besoins et d'équité ? On est en train de créer de nouveaux besoins avec cette technologie, des besoins qui n'existent pas, qui sont hors sol. Voilà. Merci pour ce plaidoyer. Mais Dayan veut répondre rapidement. Oui, bien sûr. Alors, c'est répondre pas dans le sens à contredire ce qui vient d'être dit, évidemment, mais aller encore plus loin, c'est que, étant donné les conditions d'extraction des métaux nécessaires au développement de l'IA, on en a parlé, on a aussi concrètement, donc il y a ces problèmes sociaux qu'on déplace quelque part dans les lieux de production des métaux, mais on a aussi une problématique très simple de limite physique. C'est-à-dire que les quelques études vous avez parlé du JRC, Carbone 4 avait aussi, alors c'est pas un centre d'études, mais a fait un travail également là-dessus en disant pour répondre à la demande d'ici à 2050, il faut qu'on augmente notre production de métaux de 3 à 10 fois, c'est-à-dire produire davantage de métaux qu'on en a produit depuis l'Antiquité à aujourd'hui. Donc on a clairement un problème physique qui est, parce qu'on a beaucoup parlé du carbone, on n'a pas suffisamment parlé des limites physiques du développement du numérique et de l'IA. C'est quand même un élément important. Et peut-être un deuxième point dont on n'a pas suffisamment parlé, à mon sens, quand on parle d'environnement, il ne faut pas oublier aussi, vous l'avez évoqué, la question de l'eau. Il y a eu un article qui allait analyser quel a été l'usage de l'eau lié au développement de GPT-3. Donc ils ont calculé 700 000 litres d'eau. Alors comment est-ce que le développement d'une IA, enfin comment est-ce que l'entraînement d'une IA consomme de l'eau ? En fait, vous allez avoir besoin de prélever de l'eau d'une part pour alimenter le circuit de refroidissement du centre de données où est entraîné le modèle. Vous allez avoir besoin d'eau pour produire l'électricité. Vous allez avoir besoin d'eau pour produire les matériaux constitutifs du centre de données. Ces mêmes chercheurs ont estimé que d'ici à 2027, en termes de prélèvement d'eau, l'IA générative va représenter à peu près la moitié de la consommation d'eau du Royaume-Uni. Alors vous avez ce sujet-là, et puis vous avez aussi le sujet de la localisation, c'est-à-dire l'endroit où vous allez prélever l'eau, qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que prélever l'eau à côté du désert du Nevada, sachant qu'on parle d'eau qui va aussi, pas simplement à l'usage du centre de données, mais qui peut être à l'usage des habitants, qui peut être à l'usage du système de santé. Donc je pense que la question vraiment, alors la question sociale qui est liée à l'extraction des métaux est fondamentale. La question de l'eau, je trouve qu'elle est pour l'heure encore négligée, mais elle est centrale aussi. Et vraiment, moi je veux revenir vraiment sur les limites physiques, parce qu'on parle du carbone qui est une des problématiques. Mais les limites physiques, pour vous donner un autre exemple, 83% des producteurs de centres de données nous disent que pour des problèmes d'approvisionnement en matériaux, ils ont dû décaler les projets de centres de données. Donc on a déjà des tensions au niveau de l'approvisionnement des matériaux nécessaires. Et puis évidemment ces questions de limites physiques ont des implications sociales. L'eau est, je crois, un très bon exemple. Je crois que Caroline, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, c'est-à-dire que
On parle là aujourd'hui de l'IA, donc il est normal qu'on ait cette vision autour du numérique, et c'est normal aussi qu'on livre les choses avec parfois la cruauté qu'elles inspirent. Et je voudrais dire que le premier enseignement, c'est déjà de ne pas nous croire, mais d'aller vérifier ce qu'on est en train de dire, parce que ça mérite, même si les intervenants aujourd'hui ont toute légitimité à s'exprimer, mais ça nécessite, quand on dit éducation au numérique, quand on dit s'intéresser et se plonger dans des dossiers, ça nécessite aussi parfois d'aller creuser soi-même et d'aller lire plusieurs sources. Et même l'ADEME, alors je cherchais parce que ça avait fait une petite polémique quand même, s'était trompé dans certains chiffres. Il y avait des controverses aussi sur la consommation du numérique qui n'étaient pas si alarmistes que ça, et j'avais vu des commentaires assez marrants pour dire mais les gens se posent moins de questions quand ils consomment une raclette. Parce que oui, si vous voulez, l'énergie, l'activité humaine nécessite une énergie. Et donc je le redis, je pense qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on met dans la balance, dans quel intérêt on décide de consommer de l'énergie et donc de polluer la planète et donc de faire du mal à des gens. Je veux dire, c'est aussi trivial que ça. Donc il faut douter, il faut aller vérifier, il faut s'intéresser, et aussi ça marche pour l'avion, ça marche pour la fast fashion, ça marche pour des tas de domaines extrêmement polluants. Le numérique a quand même, à mon avis, plus d'intérêt que la fast fashion en termes d'empreinte carbone. Merci. Désolé, ça va prendre une seconde, je suis tout à fait d'accord. On cite souvent des rapports qui n'ont pas de valeur scientifique. Moi, j'encourage vraiment les gens à utiliser comme base au maximum la recherche, c'est-à-dire des articles publiés qui ont été revus par les pairs en double aveugle. C'est le principe même de la science, parce qu'on voit énormément de rapports sortir de cabinets de conseil qui vendent évidemment ces outils-là. Ils ne vont pas vous dire que c'est une mauvaise technologie. Merci. Juste encore, Jacques voulait dire deux mots, puis après on va passer à la salle parce que le temps passe. Un mot sur... Oui, alors on a parlé beaucoup de coûts environnementaux et ça a été évoqué par Servan. Il y a des coûts sociaux aussi en termes de santé. Alors, c'est pas une opposition avec ce qu'elle a dit, ce que je vais dire, mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut s'arrêter ? Est-ce qu'il faut arrêter l'innovation, la recherche, le numérique ? Dire que nous, ça y est, c'est bon, là on a la 4G, ça nous suffit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui sont à 2G en Afrique, par exemple ? On leur dit, vous restez à la 2G, hein, ça vous va, ça doit vous suffire. Une autre façon de dire ça, c'est est-ce que l'humanité a connu, dans son histoire, une période où on vous dire, c'est bon, on y revient. C'était ça l'âge d'or, on y revient. Est-ce que l'âge d'or, c'était juste avant ChatGPT ? Je ne suis pas certain. Est-ce que l'agriculture, dans les 40, 50, 60 dernières années, enfin il y a 40, 50 ou 60 ans, ça faisait beaucoup envie. Alors moi, mes parents sont agriculteurs, donc je vois un petit peu ce que c'était, je ne suis pas complètement sûr. Vous lisez Hugo et Balzac ? C'est un monde qui vous fait spécialement envie ? L'espérance de vie sous Louis XV, c'était 27 ans, avec beaucoup de mortalité infantile. Est-ce qu'on y revient ? Voilà, donc, encore enfin, on n'a pas d'âge d'or auquel revenir. Donc, je ne dis pas que c'est très bien, hein, je ne suis pas en train de dire que les dégâts causés au Congo, c'est fantastique, mais on n'a pas d'âge d'or auquel revenir. On n'a pas d'autre solution que, à mon avis, de l'innovation pour arriver sur un monde beaucoup plus durable. Bien. Servan veut absolument répondre, donc on va lui donner, puis ensuite on va passer la parole à la salle. Quand même. Juste en termes de connaissances, il y a eu quand même le rapport Meadows dans les années 70, et depuis, même ces prédictions ont été quand même un petit peu dépassées, et on a quand même aujourd'hui la conscience et la connaissance de toucher à ces limites planétaires qui, pour plusieurs d'entre elles, si je ne dis pas de bêtises, sont même déjà atteintes, voire dépassées. Faire confiance dans l'innovation pour nous sauver, alors le technosolutionnisme que vous mettiez de côté tout à l'heure, je pense qu'en effet on peut le mettre de côté, et on est forcé de faire, on devrait être obligé de faire avec cette conscience des limites planétaires, de nos impacts globaux, pour raisonner sur ce qui est faisable ou pas, et ce qui doit être fait ou pas. Tout ce qui est possible ne doit pas forcément être fait, tout changement n'est pas forcément un progrès.
il y a des choses qu'on peut refuser et peut-être qu'une concertation citoyenne pourrait être intéressante. Elle pourrait être faite pour l'éducation et le déploiement du numérique dans l'éducation. Elle pourrait être faite pour la 5G. Elle pourrait être faite pour l'intelligence artificielle. Elle pourrait être faite dans plein de domaines. Est-ce que vraiment les citoyens veulent tout ça ou pas, en leur expliquant tous les tenants et les aboutissants? Je ne suis pas certaine que les réponses seraient forcément positives. On n'est pas forcé d'être emmené par quelque chose qui est quand même exceptionnellement porté par la puissance économique et financière d'une industrie extrêmement puissante. Nous allons passer aux questions du public. Ça va être le début de la consultation citoyenne. Connaissant bien l'humain qui est un grand avide et un grand joueur, si on s'était posé ce genre de questions au moment de l'invention de la voiture, on n'aurait pas moins de voitures aujourd'hui. Parce que d'une part, ça profite à ceux qui les fabriquent et ceux qui les conduisent veulent continuer d'en avoir. Il y a fort peu de probabilité que toutes les réflexions que nous venons d'avoir ici et même la prise de conscience modèrent et l'avidité des constructeurs et la volonté des utilisateurs. La seule voie que l'on puisse espérer, c'est une voie de sobriété. Et ma question est la suivante. On m'a dit qu'il y avait des data centers dans le sous-sol du Groenland. Est-ce que, pour les refroidir, on ne pourrait pas se servir de l'eau qui est ainsi réchauffée pour chauffer les habitations qu'on chauffe à grands frais de carbone par ailleurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas imposer que dans la construction et dans l'utilisation de ces matériaux, il y ait une véritable sobriété imposée par les limites de la planète? Est-ce qu'on a vraiment absolument besoin de terres rares pour construire ces engins et de cobalt qui déstabilisent totalement la planète? Et donc, si on laisse la pierre sur la pente, on va vers des catastrophes. Parce que les grands avides vont rester des grands avides et les grands joueurs vont rester des grands joueurs. Et il faut qu'il y ait une limitation. Cette limitation ne peut être que politique. Elle ne peut pas venir de l'autolimitation de l'avidité et de l'autolimitation du joueur. Alors vous citez le fait qu'on puisse utiliser l'eau qui sort des data centers pour chauffer les bâtiments. Bon, c'est déjà le cas. Vous allez voir, j'ai cité tout à l'heure Carnot Computing, c'est ça, c'est son business model, et il y a d'autres entreprises qui font ça. Après, la limitation politique, donc je vais laisser ma personne qui est à ma gauche répondre là-dessus. Voilà, on a eu des bonnets rouges, on a eu des gilets jaunes, on n'a pas eu tellement longtemps des agriculteurs qui n'étaient pas tout à fait contents avec certaines règles qui étaient imposées. Voilà. D'ailleurs, une petite chose, oui, d'accord. Tout petit, hein, alors il y a la limitation politique, et je laisserai ma voisine répondre là-dessus, mais il y a aussi avec la limite physique, il y a une limite économique. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de métaux à fournir aux constructeurs, vous avez un problème économique au départ, avant même en fait d'arriver au point de pénurie. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé, mais l'énergie a un coût. On l'a bien appris avec la crise ukrainienne. Et ce coût-là, aujourd'hui, il va coûter un producteur de centres de données ou un utilisateur de centres de données. Donc ils sont déjà tenus aussi par les limites économiques qui sont dès aujourd'hui visibles en fait. Le coût de l'énergie va pousser les utilisateurs de centres de données à la sobriété. C'est une évidence. Alors c'est pas la seule, évidemment, je souscris tout à fait à ce que vous dites, c'est tant que l'avidité sera là, mais il y a aussi déjà, de manière assez visible, ces limites physiques se traduisent par des limites économiques. Caroline ? Est-ce que vous vous souvenez des images du data center d'OVH en flammes? C'était un petit peu traumatisant quand même pour beaucoup de personnes qui avaient leurs données.
On y est retourné une fois que OVH a réouvert en fait ses data centers après des travaux absolument colossaux. Et moi je me suis dit, alors là c'est l'occasion de tirer le meilleur parti de ces équipements. Et puis on va voir notamment sur la récupération d'eau chaude, puisque vous l'avez dit, à Paris il y a une piscine qui fonctionne avec de l'eau de data center. Enfin il y a des initiatives, on sait faire. Donc je suis allée chez OVH, on en a parlé. En fait l'eau n'était pas assez chaude. On ne pouvait pas récupérer l'eau pour la mettre dans le réseau de chaleur urbain parce qu'elle n'était plus assez chaude grâce aux technologies qui ont été mises en place, qui ont été mises en œuvre. Et donc cette nouvelle génération de data centers, on ne peut plus compter dessus pour chauffer l'eau. En revanche, politiquement, la question des radiateurs numériques, c'est-à-dire des petites unités qui, par exemple, dans des résidences étudiantes, permettraient de chauffer voilà, en hébergeant non pas des données personnelles ou critiques, mais enfin bon, des données de calcul, par exemple, ça c'est une possibilité. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on modifie le futur plan local d'urbanisme pour prendre en compte les data centers et le fait qu'effectivement, ce sont des équipements qui souvent artificialisent les sols. Donc il ne faudrait pas. Là encore, on a suffisamment de zones sur lesquelles installer des data centers avec une emprise sur des terrains déjà artificialisés. Mais la question des data centers, comme de tous les équipements, lorsqu'ils sont en fin de vie, c'est la question de la massification de la collecte. Et donc, on met en place un service d'intérêt économique général pour massifier la collecte et pour avoir un recyclage, on en a parlé tout à l'heure, du tri et de la valorisation. Et que ce soit du data center à nos équipements personnels, il faut absolument qu'on récupère ces matériaux pour les réinvestir dans des filières et limiter justement l'impact de la finitude sur le numérique utile. Ici. Oui, alors en fait j'avais ma question avant que ce dernier débat ait démarré, donc une bonne partie a eu des éléments de réponse. Je vais vous paraître certainement cynique, donc je parle notamment du débat sur la sobriété. Je vais vous paraître cynique dans le sens que, à part les limites physiques, heureusement qu'elles existent, on va dire, je ne crois pas franchement à une sobriété, sauf s'il y a des accords mondiaux. Et alors là, bonjour, parce que là on a un débat entre public averti, au moins un minimum, et privilégié. Se limiter soi-même, personnellement, je n'y crois pas. Si nous, France, ou nous, Europe, au mieux, on va dire, nous limitons, il y en a qui ne vont pas du tout se gêner pour aller de l'avant. Et les gains de productivité, 40 ou quel que soit le chiffre, il sera de toute façon très important. Si nous ne le faisons pas, où allons-nous? Que devient la France? Voilà, je n'ai pas de réponse, mais merci pour votre écoute. Servan, vous voulez répondre? Alors je suis un peu plus optimiste quand même. Malgré tout ce que vous avez pu entendre avant, je ne suis ni technophobe ni pessimiste, mais je crois que c'est 25% de personnes qui suffisent pour faire basculer les choses. Donc c'est peut-être pas le monde entier qu'il faut convaincre dès aujourd'hui. Et puis je crois beaucoup vraiment à cet effet tache d'huile et ces petits îlots qui se forment de gens qui réfléchissent, qui deviennent des gros îlots, qui contagionnent d'autres îlots, des terres qui n'étaient même pas au courant avant. J'y crois aussi. Il suffit parfois, alors je ne connais pas bien l'histoire et je ne suis pas sûre que l'histoire des Lumières ait toujours été si extraordinaire qu'on nous l'a apprise, mais quand même, la France a gardé un certain rayonnement avec l'époque des Lumières et si nous faisions l'exemple, on a été un peu l'exemple avec le RGPD, la Commission européenne suit, voilà, d'autres pays s'en préoccupent, il faut bien commencer quelque part et si c'était nous, cocorico, ce serait bien, non ? Merci. Yann ? Oui, ça va être rapide. Je reviens à un rapport qui était très intéressant, le rapport Villani de 2018, si mon souvenir est bon, qui disait déjà qu'il y a une problématique de risque de devenir une colonie numérique. Parce qu'évidemment, comme vous le dites, si les autres avancent et que nous, on n'avance pas, on va avoir un problème d'être arriéré technologiquement par rapport au reste du monde. Ça, c'est une véritable question qui a déjà été posée à l'époque du rapport Villani. Moi, je n'ai pas de réponse, j'en ai pas entendu depuis. Et puis, il y a le deuxième point. Il y a quand même eu le EU AI Act, qui a pour but de réguler l'usage de l'IA.
C'est une avancée qu'on ne vend pas suffisamment, un travail de l'Union européenne qui est, à mon sens, formidable, parce que si vous regardez le reste du monde, à nouveau, on n'en est pas là. Maintenant, la question qui se pose, c'est les grandes entreprises technologiques qui développent les IA, elles ne sont pas forcément sur le sol européen. Donc on peut réguler, on va toujours avoir cette problématique, on revient au rapport Villani, d'être colonisé numériquement. Donc oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. On a eu l'expérience de notre histoire d'un village gaulois qui a réussi à résister à l'envahisseur, mais eux, ils avaient la potion magique. Pour l'instant, nous, on l'a pas. Je voudrais répondre à madame, et je vais aller plutôt dans le sens de ma voisine, on s'est un petit peu opposé tout à l'heure, sur le fait que tout n'est quand même pas perdu. Je vais prendre un exemple, l'alimentation. Pour moi, l'alimentation, c'est un truc qui déverrouille beaucoup de choses. L'agriculture, c'est à elle seule 20% du bilan carbone de la France. Et il y a aussi les questions liées à la santé derrière, qui sont vraiment des choses très importantes. Et d'un seul coup, vous voyez quel est l'impact. Je vais citer deux choses. Le Nutri-Score. Donc dire aux gens, les informer de façon scientifique, c'est scientifique, voilà la composition de tel ou tel aliment. Et j'ai cité une autre application, cette fois-ci numérique, Yuka. Alors je pense que un certain nombre de personnes ici connaissent ça. Eh bien, quand vous discutez avec des industriels, ils vous disent qu'il y a un avant et un après Yuka. Parce que il y a des produits qui, pour des raisons de règles de fabrication, ils avaient un 0 sur 100 dans l'application. Et qu'eux, ils ont vu ça. Ils ont porté plainte contre l'application. Parce qu'ils étaient mal notés, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ça a eu un effet massif. Beaucoup de gens ont dit, mais pour arriver au même type de modification de comportement, il aurait fallu des campagnes publicitaires, mais complètement gigantesques. Donc, je mets une petite dose d'optimisme, malgré tout, en disant que, vous voyez, en informant les gens, avec des données vraiment précises, scientifiques, et en les responsabilisant, on peut arriver à quelque chose. Pardon. Il faut absolument que je rebondisse là-dessus pour vous dire, madame, et aussi aux personnes en ligne, interrogez vos responsables politiques dans vos collectivités pour savoir où ils en sont de l'application de la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Elle a été votée, elle est applicable. Toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent avoir une stratégie. L'Europe, là encore on en parlait, l'Europe peut faire un travail formidable. Sans l'Europe, on ne sera rien au niveau du monde. Donc une année d'élection européenne, voilà. Oui, bonsoir. Merci à tous les intervenants pour ces éclairages et ces perspectives vraiment réjouissantes. Yannick Harel, je suis docteur ingénieur. Et j'ai été ravi parce que vous avez beaucoup parlé de matières premières, je ne pensais pas, dans un forum sur l'IA, bien que j'ai tenté moi aussi à l'époque de faire le lien entre tous ces éléments. Ma question pose en fait, à qui voudra y répondre d'ailleurs, sur un élément très particulier. Ce sont les politiques justement des institutions européennes, et notamment les programmes, le Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert. Et deux transitions sont imposées par ces institutions, à savoir la transition numérique et la transition écologique, qui est en réalité une transition énergétique, plus exactement. Or, dans l'état des recherches actuelles, nous arrivons effectivement à un élément qui pourrait être paradoxal. Si M. Glavat a fait référence au paradoxe de Jevons, je pense, en tant qu'économiste, qui est celui que nous allons vers une ère de la métallisation. Nous passons en fait de matières non organiques à des matières, organiques, d'origine organique, à matières non organiques, c'est-à-dire du métal, métalloïdes et compagnie, les tableaux périodiques des éléments. Mais je ne vais pas faire un exposé, rassurez-vous. J'aimerais avoir votre impression là-dessus. Est-ce qu'il est conséquent encore de mener deux transitions à ce rythme-ci, sans faire d'études d'impact précisément sur en fait l'impact écologique environnemental, donc du numérique, mais aussi de la transition écologique menée de front. Qui veut répondre? Je vais juste dire deux mots. Il y a deux transitions qui sont menées de fond, mais en fait, il me semble que la première, c'est la transition écologique, la transition environnementale. Et alors, je suis longuement intervenu tout à l'heure pour expliquer à quel point il y avait le numérique était aussi censé aider à décarboner un certain nombre de secteurs. Et cette transition numérique, elle est là pour aider la transition environnementale. Je ne vais pas donner beaucoup de chiffres, je vais en donner un. L'agriculture, j'ai dit l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Le numérique, c'est 2,5%. Mais c'est 2,5% pour tous les secteurs, hein. Donc le numérique pour l'agriculture, mon chiffre c'est 0,1%. Hein. Donc on a 20% d'un côté et 0,1% de l'autre. Voilà. Et donc c'est en ce sens-là que ce n'est pas le même ordre de grandeur. Il y a un rapport de 1 à 200 entre les deux. Alors je vais prendre des chiffres complètement caricaturaux. Mais si vous multipliez par 2 le numérique pour l'agriculture et que vous divisez par 2 l'empreinte
de l'agriculture en elle-même, vous passez de 20,1 à 10,2. Voilà. Et c'est ça qui justifie, je mets entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui a démontré, enfin, ou qui a instancié, disons, le fait que la transition numérique doit aider à la transition écologique. Merci. Vous aviez évoqué effectivement le fait de mener de front. Je suis tout à fait d'accord avec la première politique et la politique environnementale. La question effectivement des ressources est une question clé. Je pense qu'il ne faut quand même pas aussi négliger l'impact indirect du numérique, c'est-à-dire que vous avez les émissions directes liées au numérique. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, si vous augmentez la productivité de l'économie en général, vous allez à nouveau, vous avez un effet contre-productif. Et un autre élément aussi qu'on oublie souvent, c'est que les études comportementales qui ont été menées sur les optimisations grâce au numérique ont démontré que vous allez, malheureusement, les gains sont compensés en grande partie par l'usage. Donc je pense que vous évoquez notamment cet élément-là. C'est-à-dire que votre gain net est réduit d'à minima à 50% par le fait que vous utilisez davantage quelque chose qui est plus sobre. Donc à nouveau, la question, moi, à mon sens, de l'usage est vraiment fondamentale. Merci. Oui, Servan. Deux questions rapides, une question technique et une question politique. La question technique, c'est très rapide, c'est vraiment très rapide. Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable d'avoir des mines que de simplement recycler? J'ai jamais compris. De simplement recycler, voilà. Donc ça coûte moins cher d'évacuer des millions de tonnes de déchets, puisque c'est que de recycler un appareil. Alors, je vais répondre très vite à cette question-là. Non, mais alors je pose directement ma deuxième question. Ma deuxième question, elle serait beaucoup plus longue si j'avais plus de temps. L'effet de rebond dont on a parlé, est-ce que c'est possible d'y mettre fin sans avoir au moins comme valeur revenant la réduction du temps de travail? Parce que pour le moment, dans l'environnement productiviste dans lequel on est, chaque fois qu'on gagne, qu'on a cet effet d'économie, eh bien, on veut créer des emplois et donc on crée de la production et donc on crée des coûts écologiques. Alors, je réponds très vite à la première question, mes voisins répondront à la seconde. La difficulté pour le recyclage, par exemple, du numérique, c'est le fait que les métaux dont on a parlé, dans votre téléphone, ils sont présents sous forme d'alliage. Alliage, c'est mélange. Et séparer ces composants qui ont été mélangés, ça demande une énergie gigantesque. Dans certains cas, les liaisons chimiques sont excessivement fortes. Il faut une énergie gigantesque pour récupérer des quantités qui sont infimes, parce que dans chaque téléphone, il y en a une petite quantité. C'est la raison pour laquelle j'ai bien dit au départ, c'est au niveau de la conception qu'il faut se poser la question de quel type de composants, comment je les marie, entre guillemets, pour qu'en fin de vie, je sois capable de les, entre guillemets, recycler, ou du moins d'avoir quelque chose qui devient circulaire. Voilà. On va coupler juste les deux dernières questions qui seront les dernières. Merci. On dit que l'art de prédire est très compliqué, surtout si ça concerne l'avenir, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais me limiter à la question d'extrapolation concernant la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Tout ce qui était rare, etc., ne concernait pas forcément la question de l'intelligence artificielle. On est d'accord. L'intelligence artificielle, c'est une question de technique. Dans l'histoire de l'humanité, toutes les techniques ont été optimisées, que ce soit le moteur à combustion, que ce soit les lumières, etc. Les premières voitures, certainement, si on avait fait des projections sur la pollution que ces moteurs allaient causer, on les arrête tout de suite. Or, aujourd'hui, les moteurs à combustion sont 200 fois plus efficaces que ceux du début du siècle, que ceux des années 70. Donc ça, c'est la première chose pour dire que oui, les codes, les algorithmes vont s'optimiser, donc vont avoir moins besoin d'énergie, etc. Mais là où je me pose la question de la difficulté de vos projections, de vos extrapolations, puisqu'on se base sur ce qu'on connaît, et difficile de se baser sur ce qu'on ne connaît pas, c'est l'impact que l'innovation de rupture de l'ordinateur quantique va produire dans la consommation de l'énergie.
combien de data centers, en tout cas des serveurs, un seul ordinateur quantique va remplacer? Quelle va être la consommation électrique de ces machines? On sait que la puissance va être phénoménale. Donc là, quelque chose de difficile à quantifier, mais pour moi, je dirais, soyons un temps soit peu techno-optimistes. Résolution des problèmes techniques par la technique. La deuxième question. Oui, bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole. Bon, comme on arrive un peu sur la fin, à la base, j'avais 2 questions et je vais me limiter à une seule. Assez pragmatique, finalement, je voulais demander à Madame Zorn, au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont menées sur l'utilisation de l'IA afin d'optimiser l'action publique ou des projets qui sont quasiment aboutis ou en cours de réflexion? Voilà. Merci beaucoup. Okay. Donc, vous répondez aux questions, peut-être chacun peut donner sa réponse et ça servira de conclusion à la soirée. Madame Zorn, peut-être, puisque vous avez des nomméments. Oui. Oui. Alors, pour synthétiser les réponses, je voudrais rappeler, on a donné beaucoup de chiffres, mais il y en a un qui me paraît important, c'est que 80% de l'empreinte environnementale d'un appareil, enfin d'une consommation numérique, c'est au moment de la production de l'équipement. Globalement, un smartphone, c'est 80% au moment où vous l'achetez, enfin au moment de la production, et donc qu'importe vos usages derrière, le principal, c'est la production du téléphone. D'où l'impératif d'utiliser le marché européen pour dire, j'espère qu'à l'avenir on pourra faire ça, dire il ne faut pas que sur le marché européen, il y a quand même une petite masse de consommateurs et de consommatrices, arrive un produit qui n'est pas un indice de réparabilité et un indice de recyclabilité, eu égard à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les composants, qui ne soient pas... Enfin, il faut que ces indices-là soient très élevés pour qu'un produit arrive sur le marché européen. Il n'y a qu'en faisant cette pression-là qu'on pourra arriver à des résultats importants. C'est déjà en cours, mais il faut pousser le curseur. Oui, la quantique, merci de le rappeler, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, c'est je pense le levier le plus important pour passer le prochain cap de réduction de l'empreinte environnementale, notamment de l'hébergement. Enfin, quand on voit l'hébergement sur des supports de la taille d'un grain de riz aujourd'hui qui sont possibles grâce à la quantique, et d'ailleurs c'est un laboratoire de recherche de Strasbourg qui a fait d'énormes avancées dessus, donc on en est très fiers. Et pour terminer la question relative à l'Eurométropole, merci de poser cette question parce que on a beaucoup de réflexions sur la question de l'IA. On a demandé des chiffres pour partir vraiment sur une base concrète, à savoir quelle est l'utilisation aujourd'hui réelle des agentes et des agents de la collectivité, quelle est l'utilisation qu'ils et elles souhaiteraient. Et donc on va parler de tout ça au moment de la Semaine européenne du numérique responsable avec toute une journée dédiée à l'IA dans cette philosophie de conférence citoyenne un peu, même si les conférences citoyennes c'est bien différent, mais en tout cas pour brasser autour de l'IA et de l'usage qu'on en aura pour la collectivité, puisque c'était votre question, j'ai exposé d'un point de vue global la stratégie numérique responsable, mais vraiment sur l'IA. Pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on souhaite en faire? Ce sera donc du 17 au 22 juin. Merci de me donner l'occasion d'en reparler. Oui, alors sur la question du technosolutionnisme, en fait, à mon sens, il y a quand même une grande différence avec le moteur à combustion. C'est qu'à l'époque de la création du moteur à combustion, on n'avait pas conscience de l'impact de l'homme sur son environnement. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer la réalité, qui est que notre impact est négatif et que toute innovation doit, à partir de maintenant, être mesurée à l'aune de tout simplement notre survie sur la planète. Or, c'est un peu moi ce que j'oppose souvent comme argument au technosolutionnisme, c'est que à ces époques-là, on n'avait pas conscience du fait que nous arrivons à des limites physiques et nous arrivons à des limites en termes d'émissions. Et ayant conscience de ça, je pense qu'il est fondamental qu'effectivement on évalue les technologies. Je ne suis pas anti-technologiste, mais qu'on les évalue à l'aune de notre survie sur Terre, tout simplement. Jacques ? Oui, alors, pour répondre à votre question, oui, effectivement, on optimise beaucoup les choses. La voiture de maintenant n'a rien à voir avec celle d'il y a 30 ans. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on réduit notre consommation d'énergie? La réponse est non. Elle s'accumule
Avant, on avait le bois, on est passé au charbon, puis le pétrole. Et est-ce qu'on consomme moins de bois maintenant qu'avant ? Est-ce qu'on consomme, oui, moins de bois maintenant qu'avant ? La réponse est non, on en consomme plus. Le charbon aussi, on n'a jamais autant consommé de charbon. Ça s'additionne. Hein, les bénéfices, ça se divise, et l'amendement, ça s'additionne. C'est une phrase de Michel Audiard. Voilà. Mon mot de conclusion, c'est le suivant. Ça a été évoqué ici. Si je vous pose la question, est-ce que l'environnement, ça vous concerne ? Tout le monde va lever la main à peu près. Il n'y a pas de problème. Mais il ne se passe rien. Enfin, collectivement, force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. L'environnement est une priorité, mais c'est une priorité basse. Basse, je veux dire, qui est en concurrence avec d'autres choses, les habitudes, les loisirs et le confort, exactement, et ainsi de suite. Voilà. Donc, me semble-t-il, la réglementation ne permet pas de faire ça. On a vu des épisodes il n'y a pas très longtemps. Mon message, moi, c'est plutôt dire, on va vivre dans un monde contraint. Contraint par l'énergie, contraint par la disponibilité des terres rares, on l'a dit, contraint peut-être par la géopolitique. Il faut se préparer à ça. Préparons-nous à ça. Et nous, en tant que citoyens, mais aussi les élus, mais aussi les acteurs économiques. Et c'est mon mot de conclusion. J'espère que, moi, en tant que scientifique, c'est aussi mon message que de faire ça. Préparons-nous collectivement à ce genre de choses. Et j'espère que, modestement, on a pu contribuer à ça par cet échange. Merci Jacques. Servane ? Alors je vais te dévier complètement, mais c'est parce que vous avez parlé santé tout à l'heure. Alors il ne fallait pas me titiller, on va aller jusqu'au bout sur l'affrontement. Mais des fois je me demande si on se pose les bonnes questions, parce qu'en médecine, on nous apprend essentiellement à mettre en œuvre des moyens pour diagnostiquer une maladie et ensuite pour la traiter. Quand on nous parle de médecine préventive, on nous parle uniquement de détection précoce des maladies. On parlait tout à l'heure de l'IA appliquée à la santé, on en a parlé un petit peu il y a quelques jours. C'était par exemple des outils qui permettent de détecter mieux que l'humain une tumeur sur une radio de poumon. C'était ça que je crois que vous évoquiez, hein, Jacques. C'est ça. Ou d'autres, il y a une autre application qui était une des premières en médecine intelligente, c'était le diagnostic de mélanome. Quelle est la première cause de cancer du poumon ? Merci. Quelle est la première cause de cancer du mélanome, hormis les causes génétiques ? Le soleil, ok. Maintenant, si on part sur des médecines intelligentes qui vont permettre de mieux traiter un infarctus ou un AVC, quelle est la première cause quels sont les facteurs principaux de maladies cardiovasculaires ? L'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, l'obésité, le tabac, la pollution atmosphérique, le manque de sommeil. 90% des facteurs de risque cardiovasculaire sont des facteurs de risque environnementaux qui sont liés à notre mode de vie, peu ou pas adapté, etc. Donc je veux bien qu'on fasse des progrès faramineux pour traiter des maladies qui sont liées à nos modes de vie dans les pays riches, qu'on est en train de transvaser dans les pays en voie de développement, pays à revenus, intermédiaires, pauvres, hein. Mais peut-être qu'il faut mieux agir en amont, ce qui sera moins polluant, déjà, et qui sera moins polluant aussi pour les méthodes de diagnostic et de traitement. Merci beaucoup. Et merci encore une fois aux 4 intervenants de ce débat qui a été un vrai débat et qui, j'espère, finit quand même sur une note d'espoir. Nous nous retrouverons demain à 10h pour une table ronde sur l'IA sous influence, quand l'IA peut devenir une arme. À demain à 10h, au revoir.